Daniel Keller, bonsoir. Vous êtes grand maître du Grand Orient de France. C'est la première obédience maçonnique de France. Et vous, les francs-maçons, qui êtes d'ordinaire assez discrets, vous vous invitez dans le débat public. Pourquoi? Parce que vous dites que dans 18 mois, Marine Le Pen peut devenir présidente de la République. Vous avez dit dans le journal du dimanche, l'impossible devient chaque jour un peu plus vraisemblable. Pourquoi? Quels sont les signaux que vous percevez qui vous font dire ça? D'abord, la maçonnerie, c'est une école de l'engagement, donc nous ne sommes pas une structure monacale. Donc je crois qu'on a vocation à réfléchir aux faits de société et à nous exprimer sur les évolutions souterraines et visibles qui la caractérisent. Et c'est vrai que les échéances électorales ne peuvent que nous préoccuper, parce que nous avons le sentiment d'aller à l'opposé des principes fondateurs de la République. Je crois que c'est ça que les francs-maçons ont apporté dans le débat d'aujourd'hui. Vous dites la République est en danger, mais concrètement, si Marine Le Pen est présidente de la République en mai 2017, quelles sont les mesures qu'elle prendrait qui, selon vous, mettraient à mal la République telle qu'on la connaît? Je crois que l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, les républicains de tous bords sachent se rassembler pour rappeler, avec la force de conviction qu'ils doivent avoir, les engagements sur lesquels la France doit effectivement avancer. C'est ça l'enjeu. Encore une fois... Non, mais sur les mesures concrètes que pourrait prendre Marine Le Pen qui vous effraieraient en mai 2017, ce serait quoi? Je ne sais pas, la fermeture des frontières, la sortie de l'Europe, la préférence nationale On sait et on voit que le Front National a pour stratégie, notamment de désigner des boucs émissaires, d'agiter divers populismes, et effectivement de proposer des solutions qui consistent à opposer les Français les uns aux autres. Je crois que c'est ça le fond du problème. Les mesures que ce parti serait amené à prendre s'il venait à gouverner, mieux vaut qu'on n'ait pas à le vivre. Je crois que nous ne sommes pas obligés de faire le détour par la case du pire, comme j'ai pu déjà le dire. Mais je crois qu'en même temps, la vraie question, c'est qu'est-ce que font les Républicains pour effectivement redonner confiance dans la République aux Français. Oui, mais alors les Républicains, si on fait un Parti Socialiste plus les Républicains, plus la droite, on va dire c'est l'UMPS. Et donc finalement, vous allez dire aux Français, vous avez le choix soit entre les partis de gouvernement, et avec eux, rien ne changera, puisque ce sont les mêmes, ou soit le Front National. Vous voyez, c'est un peu le risque de la stratégie du Front républicain, comme on dit. La République, elle vit et elle prospère dans la confiance qu'on lui accorde. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de renouer le fil de la confiance, qui effectivement s'est rompu. Le fil de la confiance, ça repose sur la capacité que l'on a de convaincre sur des idées et des convictions. Et je crois que c'est là, à mon avis, aujourd'hui, la véritable faiblesse de tous ceux qui se mobilisent pour la République. Alors, précisément, pourquoi partout le FN progresse? Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages d'électeurs qui expliquent pourquoi ils ont voté Front National. C'était lors d'une élection partielle en février dernier, dans le Doubs. Pourquoi la première fois? C'est comme ça, quoi. Hein. Toute ma famille a voté comme ça aussi, j'en avais marre. Marre de quoi? Ça ras-le-bol de tout, d'être incompris. D'être incompris. Ah oui, il n'y a rien qui va. On n'a pas de boulot, on est en galère, on n'a rien du tout qui va bien, donc ça fait le bordel. Je votais écolo à la base, mais c'est vrai que ça serait pas une mauvaise chose que le Front National passe pour que ça foute un gros coup de pied au cul à tout le monde, quoi, pour ouvrir les yeux un peu à la société, quoi. Première fois que vous votiez Front National? Tout à fait. J'attends pas plus du Front National que de quelqu'un d'autre. Hein. Alors pourquoi voter pour lui? C'est un vote de... Comment on pourrait dire? De déception. Oui, vote de déception. Et c'est vrai que François Hollande, qui mène une politique très différente de ce qu'il avait promis pendant la campagne, il a peut-être une part de responsabilité dans la désillusion vis-à-vis des politiques. La désillusion, elle est réelle. Ces personnes que vous avez interviewées disent qu'elles sont déçues, elles se sentent incomprises et qu'elles ont envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ouais. Ce sont des arguments qu'on pourrait qualifier de passionnels, mais en même temps, ils sont légitimes et compréhensibles. Donc la confiance, oui, je crois que le vrai nerf de la guerre dans ce combat pour la République, c'est de restaurer le pacte de confiance qui, aujourd'hui, est effectivement brisé. Et la question des migrants, est-ce qu'elle n'alimente pas le FN avec cette impression que finalement on va demander aux gens qui vivent dans les quartiers populaires, qui ont déjà beaucoup de difficultés, de se serrer encore un peu plus pour accueillir ces nouveaux migrants? Et ils entendent dire à la télé, par les gens qui vivent dans les beaux quartiers, que l'immigration est une chance. Moi j'ai fait une expérience, je suis allé à Calais,
où là, vous aviez début septembre 3500 personnes et ils sont aujourd'hui plus de 6000. Oui. Ces personnes n'ont pas toute vocation à rester en France. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui heurte le bon sens, c'est le dénuement dans lequel toutes ces personnes vivent. Et je crois que la France s'honorerait à offrir, comme elle commence à le faire, mais je crois que malheureusement, la réalité de la situation devance toujours les efforts engagés. Elle s'honorerait à offrir des conditions de vie décentes qui, précisément, permettraient aussi, je pense, de... Et là, on va dire, il n'y a déjà pas de logement pour nous et vous allez loger des étrangers. Mais je crois qu'il ne faut pas tomber sous le coup de l'émotion ou du jugement, encore une fois, hâtif. La politique du logement, c'est une politique publique, c'est le rôle de l'État, c'est quelque chose qui doit se conduire dans la durée et dans le temps. C'est l'affaire de ceux qui nous gouvernent. Il n'empêche qu'aujourd'hui, quand on voit la situation à Calais, je pense que tout le monde serait rassuré de voir que l'on sait accueillir dans le bon ordre, même si c'est pour une période transitoire, des populations qui n'ont rien. Quand on voit la situation à Calais, vous vous dites que l'Autriche a raison de rétablir une frontière vis-à-vis de la Slovénie. Et là, on est à l'intérieur de la zone de Schengen. Donc c'est quand même le détricotage de l'Europe telle qu'on l'a connue. Penser que l'avenir de l'Europe consisterait à construire des murs aux frontières ou penser que l'avenir de la France consisterait à la transformer en une forteresse, c'est un mensonge. Et je crois que c'est aussi le reflet d'une absence de politique concertée et convergente entre les pays européens. Ce n'est pas le Grand Orient de France qui va régler ce problème. Mais en tout cas, là est la question. Donc les gens ont tort de penser qu'on peut maîtriser parce qu'il y a beaucoup de gens qui votent Front National en disant « je veux qu'on retrouve la maîtrise de nos frontières ». C'est une illusion. L'illusion... Et en plus, c'est partout en Europe. Je veux dire, les Danois, en Pologne, partout, on a des votes comme ça de gens qui disent « on veut retrouver la maîtrise de nos frontières ». L'illusion et le ressentiment exprimé ne sont que la contrepartie d'une absence de politique. Et je crois qu'effectivement, c'est aussi le symptôme d'une défiance. Alors vous, les francs-maçons, quel rôle vous pouvez jouer justement pour ressusciter cette confiance dans la République? Mais les francs-maçons sont des militants associatifs, à certains égards très engagés. J'étais dans le nord de la France cette semaine, au contact des membres du Grand Orient de France, qui sont tous effectivement engagés dans les comités de quartier, dans les associations, dans les centres de secours, les centres d'aide. Et je crois que notre rôle, c'est de susciter ce dialogue avec les Français que vous avez interrogés, pour leur expliquer que vouloir donner un coup de pied dans la fourmilière ne sera pas la solution, que ça ne produira pas les résultats qu'ils escomptent. Mais en même temps, il faut effectivement comprendre les motifs de mécontentement profond qu'expriment ces personnes que vous avez interviewées. Et dans le Nord, vous avez l'impression que Marine Le Pen va gagner la région? Je ne suis pas devin, mais en tout cas, la volonté des francs-maçons, dans le Nord comme ailleurs, c'est d'être ces militants de terrain, ces militants associatifs qui organisent des réunions publiques, qui organisent des conférences publiques. Moi-même, j'irai dans le Nord, près de Lens, le 25 novembre. Du coup, ça suscite un mouvement d'adhésion chez les francs-maçons, cette perspective de voir le FN au pouvoir. Vous savez, le Grand Orient de France a connu une histoire... vous êtes tricentenaire, non? On est presque tricentenaire et on a connu à la fois des heures de gloire et des heures de malheur. Donc je crois que les francs-maçons sont vaccinés pour savoir ce que sont effectivement les heures sombres de l'histoire de France. Ils n'ont rien à apprendre de personne de ce point de vue-là. Mais il est clair que notre rôle, c'est d'être les artilleurs dont la République a besoin. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Keller, donc grand maître du Grand Orient de France. Merci. Merci et venez au Salon du Livre maçonnique, samedi et dimanche à la Bellevilloise, à Paris. Eh bien voilà, un petit peu de pub, vous avez absolument raison, hein, Salon maçonnique du livre. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. Le chômage a connu le mois dernier sa plus forte baisse depuis 8 ans, à 18 mois de l'élection présidentielle. Les réformes engagées commenceraient-elles à porter leurs fruits? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Reprise, es-tu là?